Une benne à ordures dans une zone industrielle à la périphérie de Dubaï a été ouverte tôt le matin du 19 juin 2024. Le conducteur du camion poubelle, un employé de 40 ans d'une entreprise sous-traitante, s'est arrêté devant une rangée de conteneurs métalliques dans une rue entre des entrepôts du quartier d'Al-Quouz. L'un des conteneurs n'était pas complètement fermé, le couvercle butait contre le rebord d'un coin et des taches brunes fraîches étaient visibles sur l'asphalte à côté. En essayant de renverser le conteneur dans la benne, il a senti une résistance, comme si un objet lourd et immobile se trouvait à l'intérieur. Il a soulevé le couvercle avec ses mains et a vu des sacs en polyéthylène épais, entourés d'un ruban gris. Un sac était déchiré et on pouvait voir à travers la déchirure une main de femme avec un vernis à ongles rouges. Il s'est éloigné de quelques pas, a appelé son supérieur hiérarchique et les services d'urgence. La police de Dubaï est arrivée dans les 30 minutes. Le lieu a été bouclé et le conteneur n'a pas été touché avant l'arrivée des techniciens de la police scientifique. Au cours des premières heures, les autorités n'ont fait aucun commentaire. Les enregistrements vidéo des caméras portatives des patrouilleurs, analysés par la suite par les enquêteurs, montrent la séquence suivante. Mesure du niveau de remplissage du conteneur, inspection des rubans qui dépassaient, constatation de traces de coulure sur la paroi extérieure, appel des agents du laboratoire criminel. À l'ouverture des sacs, le corps d'une jeune femme a été découvert. L'autopsie des couches supérieures de l'emballage a révélé de multiples coupures profondes aux avant-bras et aux cuisses. Une incision longitudinale était visible sur le torse et la cage thoracique était partiellement ouverte. Le cœur était absent. Les policiers ont immédiatement signalé un degré d'intervention post-mortem inhabituel pour un meurtre domestique. Les représentants du parquet de l'Émirat ont été appelés sur les lieux et les services consulaires des pays voisins ont été informés selon la procédure établie pour les ressortissants étrangers non identifiés. La phase initiale de l'enquête a commencé par l'identification. Les empreintes digitales de la main gauche étaient suffisamment lisibles. La comparaison avec la base de données des entrées enregistrées aux Émirats arabes unis au cours des 30 derniers jours a révélé une correspondance avec les données d'une passagère ayant franchi la frontière le 9 juin, arrivée par un vol régulier en provenance d'Almaty. Elle s'appelait Aroujan Temirova, était âgée de 23 ans et était citoyenne de la République du Kazakhstan. Au moment de son entrée sur le territoire, elle avait indiqué que le but de son voyage était le tourisme. Sur les images de contrôle prises à la frontière, elle est vêtue d'une veste claire et d'un jean et porte une petite valise et un sac à dos. Le téléphone trouvé dans ses affaires à l'aéroport d'arrivée contient les coordonnées de ses proches et les comptes de studios de photographie. Au cours des premières heures qui ont suivi la découverte du corps, les enquêteurs ont demandé les données des opérateurs de téléphonie mobile correspondant à son numéro, ainsi que les enregistrements des caméras de surveillance de la zone d'arrivée et des parkings de taxis adjacents. Un communiqué officiel de la police a été publié dans la soirée du même jour. Il indiquait qu'un corps de femme, probablement une ressortissante étrangère, avait été découvert, que l'identification était en cours, que toutes les pistes étaient envisagées et qu'il était prématuré de divulguer des détails. Le nom et la nationalité de la victime n'ont pas été rendus publics. Parallèlement, au Kazakhstan, des messages ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux concernant la disparition d'une jeune fille du même nom, qui avait cessé de donner signe de vie au 10e jour de son séjour à Dubaï. Ses proches ont écrit que les contacts avaient été coupés, que sa géolocalisation ne se mettait plus à jour et que le dernier message remontait à la veille, dans lequel elle disait que tout se passait comme prévu et qu'elle se rendait à un rendez-vous avec des représentants de l'agence. La phase formelle de collecte des preuves sur le lieu de la découverte du corps a pris plusieurs heures. Les criminologues ont examiné l'emballage, 2 sacs extérieurs de type sac de chantier, un emballage intérieur en film plastique,
plusieurs couches de ruban adhésif. Une empreinte partielle du pouce a été trouvée sur le ruban adhésif à l'intérieur. Elle s'est avérée utilisable pour une comparaison. Sur l'un des sacs extérieurs, un autocollant avec la référence et le code barre permettant d'identifier le lot de fabrication a été conservé. Cela a permis de demander les données d'achat au magasin de bricolage de Dubaï. Les enquêteurs ont demandé les signatures des transactions bancaires des 2 dernières semaines pour tous les points de vente où des sacs et du ruban adhésif de cette série avaient été vendus. Les caméras de vidéosurveillance d'un magasin du quartier de Business Bay ont permis d'identifier un homme de taille moyenne, vêtu d'un t-shirt noir et d'une casquette couvrant son front, qui avait acheté un ensemble similaire de consommables tard dans la soirée du 15 juin. Il avait payé avec une carte bancaire étrangère, non locale. Il s'agissait d'une carte virtuelle, liée à un compte de service de paiement enregistré au nom d'une société dont l'adresse se trouvait dans une juridiction européenne. Il s'est avéré par la suite que le compte avait été créé à l'aide des données d'identité d'une personne portant un nom arabe et dont la date de naissance correspondait à celle d'une personne âgée de 46 ans. À ce stade, le nom de famille n'a pas été divulgué, les données ont été partiellement masquées et les demandes ont été envoyées par voie diplomatique. Parallèlement, l'équipe d'enquêteurs a retracé les déplacements d'Aroujan Temirova depuis son arrivée. Les données du service de taxi ont montré un trajet de l'aéroport vers un complexe résidentiel dans le quartier de Dubaï Marina. Le numéro de l'appartement était indiqué comme étant celui d'un appartement de service, réservé via une plateforme de location à court terme pour 1 mois. La réservation avait été effectuée par un compte dont le pseudonyme ne correspondait pas au nom de la jeune femme, mais le paiement avait été effectué avec sa carte. Lors de l'enregistrement, l'administrateur a indiqué que la clé avait été remise à un homme qui s'était présenté comme un représentant de l'agence. Il a présenté une procuration imprimée en anglais, signée et tamponnée par une organisation sans adresse légale. L'administrateur a photographié la procuration pour ses dossiers internes et a autorisé l'expulsion de l'ancien client 1 jour plus tôt afin de libérer l'appartement. Une copie du document a été transmise à la police. Le cachet s'est avéré être de fabrication artisanale. La police de caractère ne correspondait pas à celle des cachets utilisés aux Émirats arabes unis et le nom de l'organisation était trop général, sans numéro d'enregistrement. Cela a permis de classer le document comme faux. Le registre des entrées et sorties par clé électronique indique que la carte a été activée le jour de l'arrivée, le 12 juin, puis utilisée plusieurs fois par jour. Les caméras du hall du complexe ont filmé une jeune femme accompagnée d'un homme plus âgé, aux cheveux courts, vêtu d'une chemise à manches courtes. Ils sont entrés ensemble et sont sortis séparément. Sur une image, l'homme porte 2 sacs en papier provenant d'un supermarché. La jeune fille marche avec son téléphone. Dans les premiers jours qui ont suivi la découverte du corps, 2 équipes ont travaillé en parallèle. L'une avec l'entourage d'Aroujan Temirova au Kazakhstan. Les parents, les amis, les collègues de travail ont été interrogés. Ils ont découvert qu'1 mois avant son départ, elle avait reçu une proposition d'une personne se présentant comme le coordinateur d'une agence de mannequins internationale qui recrutait des filles d'Asie centrale pour des campagnes publicitaires dans les pays du Golfe Persique. La proposition lui était parvenue par message privé sur un réseau social. Au début, la communication se faisait en russe, puis elle est passée à l'anglais. Son interlocuteur lui a envoyé une liste d'exigences, lui a proposé de payer son billet d'avion, son hébergement et ses frais journaliers, et lui a promis d'organiser 2 séances photos avec des avances. Au bout d'1 semaine, les messages sont devenus moins formels. Ils contenaient des compliments, des invitations à dîner, des propositions de promenade sur le front de mer après le travail. Une des amies a raconté qu'Aroujan percevait le coordinateur comme une personne qui pouvait devenir non seulement un employeur, mais aussi un partenaire potentiel. Elle écrivait qu'il était attentionné, qu'il semblait voir en elle plus qu'une simple mannequin.
Les propos de son ami ont ensuite été confirmés. Dans le téléphone d'Arujane, extrait d'une copie numérique de la sauvegarde cloud, des messages vocaux d'un homme à la voix grave ont été retrouvés, dans lesquels il l'appelait par son prénom, s'intéressait à sa santé et lui promettait un contrat séparé et des conditions personnelles. Tous ces éléments ont été versés au dossier. Une deuxième équipe d'enquêteurs a examiné le réseau de vidéosurveillance de la ville sur les itinéraires reliant le complexe résidentiel de Dubaï Marina, les hôtels des quartiers d'affaires et la zone industrielle d'Al-Quouz. Dans la nuit du 16 juin, une caméra de surveillance routière a filmé une berline de couleur sombre sortant du parking souterrain d'un immeuble de grande hauteur à Business Bay. Dans le coffre de la voiture, sur le panneau intérieur, on a ensuite trouvé des traces de nettoyage récent, des composés chimiques caractéristiques du nettoyage de salissures biologiques. La même nuit, une caméra installée dans un entrepôt à Al-Quouz a filmé la même voiture s'arrêtant près d'une rangée de conteneurs. Un homme cagoulé est sorti du véhicule, dont le siège arrière était rabattu. Il sort 2 grands sacs du coffre, les traîne jusqu'au conteneur, soulève le couvercle, tente de les jeter à l'intérieur, mais laisse un sac contre la paroi latérale. Ses baskets sont couvertes de taches visibles. Il regarde autour de lui, ferme le coffre et s'en va. La vidéo montre que le numéro de la voiture était partiellement recouvert de boue, mais 2 lettres et 2 chiffres ont pu être identifiés. Cela a permis de réduire la liste des numéros possibles dans les bases de données de location de voitures. Le matin du 17 juin, les enquêteurs ont interrogé les employés de la société de location qui gère cette série de numéros. La voiture avait été louée par un homme muni d'un passeport jordanien pour une durée de 10 jours. Le contrat indiquait une adresse de résidence, un penthouse dans un complexe de plusieurs étages près du canal à Business Bay. La réception a confirmé que le client était arrivé 10 jours auparavant, qu'il rentrait souvent tard le soir, qu'il rapportait parfois de gros sacs et qu'il utilisait le service de livraison. À la question de savoir s'il était accompagné de femmes, l'employé a répondu avoir vu à plusieurs reprises une jeune femme d'apparence asiatique, aux cheveux courts et blonds, de taille supérieure à la moyenne. Ces témoignages ont été recoupés avec les images de vidéosurveillance du hall du complexe de Dubaï Marina. La ressemblance physique et la couleur des cheveux étaient évidentes. Pendant que les interrogatoires se poursuivaient, des experts en criminalistique numérique ont examiné les traces électroniques de l'agence, par l'intermédiaire de laquelle Arujane Temirova avait reçu son invitation. Le nom de domaine du site était enregistré au nom d'un particulier et non d'une entreprise. L'historique du domaine était court. Le site avait été créé quelques semaines avant la correspondance. Son contenu était standard, avec quelques photos reprises de sources ouvertes, des textes sans information juridique, ni adresse de bureau, ni numéro de licence. Les boîtes mail du domaine redirigeaient vers un service gratuit classique. Dans la correspondance fournie par les parents et les amis, le coordinateur utilisait des signatures anonymes. Responsable de l'agence, coordinateur du tournage, sans nom de famille. Certaines lettres étaient accompagnées de fichiers contenant des contrats en anglais avec un minimum de clauses et sans les coordonnées de la deuxième partie. Les signatures étaient scannées, il n'y avait pas de cachet. Cela indiquait un stratagème préparé à l'avance, visant à gagner la confiance et à éviter toute vérification des détails juridiques. L'enquête a établi qu'après son arrivée, Arujane Temirova a passé sa première nuit dans un appartement de service à Dubaï Marina, puis a rencontré le représentant de l'agence le lendemain dans un café sur le front de mer. Des images de vidéosurveillance confirment leur présence à une table. Il se tient debout, sûr de lui, elle sourit, feuillette un portfolio sur une tablette. C'est lui qui a payé, sa carte bancaire étant liée au même service de paiement que celui utilisé pour l'achat des sacs et du ruban. Le soir même, elle a envoyé un message vocal à ses parents. Elle leur a dit que tout se passait comme prévu.
qu'on lui avait promis un essayage et un tournage test le lendemain et leur a demandé de ne pas s'inquiéter. Le lendemain, ils se sont retrouvés dans le quartier des affaires. Sur le parking d'un immeuble de grande hauteur, il lui a proposé de monter voir le lieu du tournage. Les caméras ont ensuite filmé leur entrée dans l'ascenseur. Après cela, Aroujan n'apparaît plus sur l'enregistrement. L'homme sort plusieurs fois du penthouse et revient avec des sacs. Au cours des 2 jours suivants, les systèmes internes de l'immeuble ont enregistré une consommation importante d'eau et d'électricité pendant la nuit, et le téléphone de la jeune femme a été localisé une fois dans cette zone, puis s'est éteint. L'équipe d'enquête a vérifié les faits, en gagnant du temps sur les détails techniques. Les services de taxi ont fourni les journaux de bord. Dans les jours qui ont suivi son emménagement dans l'appartement terrasse, l'homme a effectué de courts trajets entre la maison, le supermarché et le magasin de bricolage. Le montant total des achats sur les tickets de caisse correspondait à la somme habituellement dépensée pour l'achat d'articles ménagers. À première vue, rien d'inhabituel dans la liste des articles, mais parmi eux se trouvaient des rouleaux de ruban adhésif, des sacs de construction et un grand couteau de cuisine. Cet ensemble a attiré l'attention. La semaine suivante, une opération a été organisée pour arrêter le suspect dans le complexe résidentiel. Cependant, à l'arrivée de l'équipe opérationnelle, la chambre était vide. Selon le personnel de sécurité, le client était parti tôt le matin du 18 juin, avait laissé ses clés électroniques à la réception, payé le ménage en espèces et était parti dans une direction inconnue. Les caméras du parking ont filmé son embarquement dans une autre voiture de location, compacte et de couleur blanche. Les plaques d'immatriculation de ce véhicule n'ont pas été divulguées pour des raisons de confidentialité. Mais on sait que, d'après les bases de données de la société, il avait été loué pour 3 jours par une autre personne, enregistré avec un passeport d'un autre pays du Moyen-Orient. Cela a permis de supposer l'existence d'un réseau de connaissances et de prête-noms prêts à fournir leurs documents pour une courte durée. Les faits recueillis à ce moment-là s'articulaient comme suit. Invitation d'une agence fictive, emménagement dans un appartement, passage à une communication privée, déménagement dans un penthouse dans un quartier d'affaires, rupture brutale de toute communication, achat de consommables, tentative de se débarrasser du corps dans une zone industrielle. Les circonstances indiquaient un plan préparé, mêlant des éléments d'une offre d'emploi et d'une relation personnelle. Dans leurs témoignages, les proches d'Aroujan, au Kazakhstan, ont souligné qu'elle n'était pas encline à des relations risquées, mais qu'elle pouvait percevoir l'attention d'un homme plus âgé comme un soutien dans un nouveau pays. Ses amis ont déclaré qu'elle croyait en la possibilité d'obtenir un contrat officiel et comptait sur la poursuite de son séjour. Les voisins de Marina à Dubaï se souviennent avoir entendu des rires dans le couloir le matin, puis le bruit d'une porte d'ascenseur qui se ferme. Ils n'ont entendu ni cris, ni bruit de lutte. La question clé restait l'identification de l'homme au passeport jordanien, son rôle réel dans sa relation avec Aroujan Temirova et la vérification de son implication éventuelle dans d'autres affaires similaires. Dans le cadre de la coopération internationale, des archives de dossiers pénaux relatifs à la traite des êtres humains et à l'exploitation sexuelle dans plusieurs pays ont été consultées. Dans l'un des dossiers constitués il y a plusieurs années, figurait un homme dont l'année de naissance et la nationalité correspondaient à celle de l'homme recherché, qui était accusé d'avoir entraîné des femmes dans la prostitution sous le couvert d'un travail de mannequin. Le tribunal n'avait alors pas rendu de verdict, l'accusé avait été libéré sous caution, puis avait quitté le pays. Des informations complémentaires ont été demandées sur ce dossier. À ce stade, le nom n'a pas été divulgué dans nos documents. Les services juridiques des Émirats arabes unis ont pour habitude de limiter leurs commentaires sur les affaires en cours d'enquête, et cette pratique a été maintenue. L'une des tâches les plus laborieuses a été l'analyse des traces numériques dans l'appartement terrasse.
Une équipe d'experts en inspection des lieux du crime, accompagnée d'un procureur, a procédé à une perquisition. L'appartement semblait propre, le salon et la chambre étaient meublés de façon standard, la cuisine ne présentait aucun signe de désordre. Cependant, des réactifs luminescents ont révélé de multiples traces de liquide biologique sur le sol de la salle de bain et sur la paroi de la cabine de douche. De minuscules fragments de tissu et des bulbes de cheveux ont été trouvés au niveau des joints des carreaux. Des particules ont été retrouvées dans le siphon de la canalisation que le laboratoire a ensuite identifiées comme des microparticules de sang humain. Sur le tapis de la chambre, une zone traitée avec un produit nettoyant et présentant une fluorescence altérée sous la lumière ultraviolette a été découverte. Cela indiquait une tentative d'effacement local des traces. Dans la poubelle de la cuisine, on a trouvé l'emballage d'un couteau à longue lame, acheté 2 jours avant les faits. On a également trouvé un ticket de caisse d'un magasin d'articles ménagers dont l'heure d'achat correspondait à l'enregistrement de la caméra. Sur la table du salon se trouvait une carte de visite d'un soi-disant coordinateur de mannequins avec un numéro de téléphone et une adresse électronique, mais sans adresse postale. Le téléphone était prépayé, avec une durée d'utilisation limitée. Il avait été activé peu avant la rencontre au café et désactivé la nuit précédant le départ pour la zone industrielle. L'examen des finances a permis de mettre au jour des liens supplémentaires. Des virements de petites sommes provenant de différents portefeuilles électroniques ont été effectués sur le compte utilisé pour payer l'appartement et la location des voitures. Les sources de ces sommes provenaient d'intermédiaires dans plusieurs pays. Les montants étaient fractionnés afin d'échapper aux filtres automatiques de surveillance bancaire. À un certain stade, l'argent provenait d'un portefeuille qui avait déjà été mentionné dans une enquête sur le recrutement de femmes pour travailler comme hôtesses dans des pays d'Asie du Sud-Est. Cela confirmait indirectement qu'il ne s'agissait pas d'une improvisation isolée, mais d'un élément d'un système dans lequel des promesses romantiques et des perspectives professionnelles sont utilisées pour contrôler les victimes. Au Kazakhstan, dans l'appartement des parents d'Aroujan, les enquêteurs ont parlé avec sa mère. Elle leur a montré des photos d'enfance, son diplôme de maquilleuse et des publications la montrant lors de tournages locaux. La mère a raconté que sa fille s'était préparée pendant 6 mois pour ce voyage, avait économisé pour son book, mis à jour son CV et appris l'anglais. Quelques semaines avant le départ, elle avait reçu plusieurs invitations à des castings à Dubaï. Elle avait choisi une agence qui lui avait promis de payer le vol et l'hébergement et lui avait envoyé le programme et la liste des stylistes présents sur place. Sa mère lui avait demandé d'être prudente, mais elle avouait être fière de sa détermination. Elles avaient convenu de se donner des nouvelles tous les jours. Lorsque les messages ont cessé, elles ont d'abord pensé que c'était parce qu'elle était occupée. Au bout de 3 jours sans nouvelles, elles ont commencé à l'appeler. Le téléphone était accessible, mais personne ne répondait. Le 5e jour, elles se sont adressées au consulat du Kazakhstan aux Émirats arabes unis, où on leur a proposé de déposer une plainte auprès de la police de Dubaï et des services d'immigration. Un jour après le dépôt de la plainte, les enquêteurs examinaient déjà les enregistrements des caméras de l'aéroport. Ses collègues temporaires à Almaty se souviennent qu'Aroujan était disciplinée, qu'elle arrivait à l'heure, qu'elle surveillait son alimentation et qu'elle ne sortait pas beaucoup le soir. Certains ont déclaré qu'elle idéalisait les offres à l'étranger, mais qu'elle ne semblait pas naïve. Dans sa correspondance, rien n'indique qu'elle était consciente du risque. Au contraire, le ton de ses messages vocaux était assuré. Elle pensait avoir le contrôle de la situation. Cette conviction se retrouve dans de nombreux cas similaires décrits dans les rapports d'organisations internationales de lutte contre la traite des êtres humains. Les personnes qui espèrent une nouvelle carrière sous-estiment souvent l'organisation de ceux qui utilisent le marché du travail et les relations personnelles comme instrument de contrôle. À Dubaï, les enquêteurs ont vérifié tous les lieux où le suspect pouvait emmener les femmes,
les chambres d'un appart-hôtel dans la marina où il avait loué un logement lors de ses précédentes visites, le bureau de coworking où il louait un bureau à la journée, le yacht club où il avait réservé des passes pour les invités. Les administrateurs ont noté qu'il était toujours calme, qu'il présentait ses papiers, ne s'attardait pas et n'entrait pas en conflit. Le service de sécurité d'un appart-hôtel se souvient d'un cas où une jeune femme est descendue à la réception, a parlé à voix basse, a demandé qu'on lui appelle un taxi et semblait désorientée. Un employé lui a proposé son aide, mais la jeune femme a refusé et est partie. Sur les enregistrements des caméras, son visage n'est pas suffisamment net pour permettre de l'identifier. La police a demandé des informations sur tous les incidents similaires survenus au cours des 6 derniers mois. Plusieurs cas présentaient des descriptions similaires. Une femme étrangère, jeune, quittant sa chambre pendant la nuit, demandant qu'on lui appelle une voiture, sans donner plus de détails. 2 jours après la découverte du corps, Arujan Temirova a été officiellement identifiée. La procédure s'est déroulée en présence d'un représentant du consulat. Ses parents n'ont pas supporté de se rendre à Dubaï. L'identification a donc été effectuée à partir de photos et des résultats d'une comparaison génétique avec des échantillons prélevés sur sa mère. Le rapport médico-légal a constaté de multiples coupures et l'ablation post-mortem du cœur. Les blessures aux avant-bras ont été qualifiées de blessures défensives possibles. Aucune trace de stupéfiant n'a été détectée dans le sang. La peau présentait des traces de contact avec une corde au niveau des poignets. À l'exception du cœur, tous les organes internes étaient intacts. Le rapport n'a révélé aucun signe d'agression sexuelle. Cela n'a pas éliminé la question du mobile, mais a réduit le champ des hypothèses. Avant son voyage, l'histoire d'Arujan Temirova semblait classique pour une jeune femme essayant de percer dans l'industrie de la mode. Elle était née à Almaty, avait fait des études supérieures, travaillait comme maquilleuse, participait à des séances photos pour des marques locales et constituait un portfolio. Ses amis la décrivaient comme une personne travailleuse, soucieuse de son apparence et disciplinée. Elle n'était pas célèbre, mais avait une présence régulière sur les réseaux sociaux. Sa page attirait les agences. Dans sa correspondance, on peut voir qu'elle envoyait son portfolio et recevait de rares réponses tangibles. Quand elle a reçu une invitation avec prise en charge des frais de voyage et d'hébergement, cela lui a semblé être une chance. On lui a promis 2 séances photos publicitaires pour des chaînes de salons de beauté et pour des vêtements. La durée était de 2 semaines, avec possibilité de prolongation. Elle a accepté. Dès ses premiers jours à Dubaï, son emploi du temps était classique. Enregistrement à l'appartement, déjeuner au bord de l'eau, promenade dans une galerie marchande, rendez-vous dans un café. La principale différence était le passage d'une communication professionnelle à une communication personnelle avec le représentant de l'agence. Il lui accordait une attention particulière, lui faisait des compliments, lui promettait un contrat personnel et lui disait qu'il voyait en elle un grand potentiel. Il lui a montré des photos d'événements passés, mentionnant les noms de photographes célèbres auxquels il faisait référence. Ces noms se sont avérés être authentiques, mais toutes les relations étaient des références à du contenu étranger provenant d'Internet. Lors d'un dîner, il a commandé des plats coûteux, a payé l'addition et l'a raccompagnée à son appartement. Il ne la pressait pas, ne lui demandait pas de prendre une décision rapide. Cela donnait l'impression d'un homme sûr de lui et disposant de ressources. Il disait que tout devait être digne, que la jeune fille avait besoin de conditions et de respect. Ce genre de phrase se retrouve dans les manuels des recruteurs qui combinent promesses professionnelles et relations personnelles. À ce moment-là, la ville continuait de vivre normalement, mais à l'intérieur du complexe de Business Bay, des activités secrètes étaient en cours. L'enquête a obtenu l'autorisation d'accéder aux enregistrements des ascenseurs et des couloirs. Des déplacements précis ont été établis. Dans la nuit du 15 juin, l'homme est sorti plusieurs fois avec des sacs, puis est revenu sans eux.
Le temps écoulé entre ces sorties correspondait au trajet jusqu'au magasin ouvert 24 heures sur 24 le plus proche. Le lendemain, le 16 juin, il est parti en voiture de location en direction de la zone industrielle. Le soir même, il est revenu à pied et a laissé la voiture sur un autre parking. Le lendemain, il a réglé son départ et laissé ses clés. Le même jour, le conteneur contenant le corps se trouvait toujours près de l'entrepôt. Il n'avait pas été vidé, car le calendrier des enlèvements pour cette ligne avait été modifié en raison de travaux sur la route. Ce changement fortuit a permis de découvrir le corps plus rapidement que dans une situation normale, où les conteneurs sont envoyés à la décharge et leur contenu mélangé. Les employés du parquet de l'Émirat ont souligné que l'affaire avait été classée prioritaire. Le consulat du Kazakhstan a officiellement demandé par note diplomatique que l'enquête soit supervisée et que la famille soit informée. L'enquêteur a dû répondre avec réserve aux questions de la presse. Les premières dépêches dans la région ne parlaient que d'un meurtre suspect d'une étrangère. Aucun nom n'a été divulgué. Sur les réseaux sociaux kazakhs, le nom s'est répandu plus rapidement. On y discutait déjà de dates précises, de captures d'écran de la correspondance et de photos prises sur le front de mer. Ces messages contenaient des suppositions, mais certaines informations coïncidaient avec celles de l'enquête. La date de départ, le fait qu'elle ait loué un appartement via une plateforme de location à court terme, la correspondance avec une personne sans nom de famille. Cette période de l'enquête a été marquée par un travail minutieux et monotone. Les enquêteurs ont comparé les horaires, vérifié les reçus, consulté les registres des parkings, vérifié chaque épisode où apparaissait une personne correspondant à la description du suspect. Les employés du service de lutte contre la traite des êtres humains ont rappelé à leurs collègues que ce type d'affaires implique généralement plusieurs épisodes simultanés. Le recrutement pour le travail et la création parallèle d'une relation amoureuse, où la victime se retrouve progressivement dans un cercle où les limites personnelles s'estompent. Pour Aroujan Temirova, le point de basculement a été son déménagement de l'appartement surveillé, équipé d'une réception et de caméras, vers un penthouse privé où l'accès est limité aux personnes extérieures et où l'on peut agir sans témoin. À la fin de la deuxième semaine après la découverte du corps, les enquêteurs avaient établi une version des itinéraires, des achats et des activités. Il restait à la rendre suffisamment solide pour lancer un avis de recherche international. Pour cela, il fallait confirmer l'identité de l'homme muni d'un passeport jordanien, comparer ses données biométriques avec les images des caméras et obtenir des réponses officielles concernant ses affaires précédentes. Un travail distinct a été mené à partir des bases de données des vols aériens. On a vérifié s'il avait quitté le pays sous son propre nom, s'il avait pris un vol avec de faux papiers ou s'il était passé par une frontière terrestre. Parallèlement, ses contacts dans l'Émirat ont été étudiés. Qui lui louait son appartement, qui le conduisait au magasin, qui lui livrait ses courses. Ces personnes pouvaient ne pas savoir dans quoi elles étaient impliquées, mais elles pouvaient fournir des détails importants pour reconstituer les événements. L'histoire a pris forme. Un jeune homme du Kazakhstan, ou plutôt une jeune femme, avec des projets de carrière précis et un emploi du temps bien défini, s'est retrouvé dans une situation où ses perspectives professionnelles sont devenues un gage de confiance. Dans une ville étrangère, elle a rencontré un homme qui, plus que quiconque, lui a expliqué le fonctionnement du marché local, ce qu'il fallait faire et éviter. Il se montrait confiant et plein de ressources, il s'occupait de la logistique, il lui accordait plus d'attention que ne le fait habituellement un coordinateur de tournage. Il était à la fois un guide et un objet d'attention personnelle. Ce double statut est devenu l'élément central du scénario, dans lequel chaque étape semblait faire partie d'un processus naturel. Rencontres, dîners, discussions sur le lieu du tournage, trajet vers le lieu, brèves visites, promesses de contrat.
La correspondance confirmait qu'il avait progressivement réduit sa méfiance, élargi sa zone de confiance et l'avait impliquée dans des décisions où elle n'avait plus besoin de garanties supplémentaires. À ce stade, l'enquête n'avait pas encore révélé son nom, mais certains détails recueillis dans les rapports des années précédentes permettaient de reconnaître des traits familiers. Soupçons antérieurs de traite d'êtres humains, libération sous caution, disparition de la juridiction, changement de pays, enregistrement de domaine pour des agences sans adresse. La police de Dubaï travaille en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux et ses canaux ont été pleinement mobilisés ici. Il restait à obtenir des confirmations officielles, à enregistrer la chaîne des transactions électroniques, à comparer les données biométriques et à lancer un avis de recherche en bonne et due forme. La famille Darujan Temirova a été informée que le travail se déroulait sans retard, que chaque action était documentée et que les prochains jours seraient décisifs pour la publication des avis de recherche. Le lendemain matin, l'équipe d'enquêteurs a affiché sur l'écran commun de la salle de crise une reconstitution des 3 dernières journées précédant la disparition. Le schéma indiquait les points suivants: les appartements avec service hôtelier à Dubaï Marina, le café sur le front de mer, le complexe de plusieurs étages près du canal à Business Bay, le magasin ouvert 24 heures sur 24, le parking près de l'entrepôt à Al Quoz. Les intervalles de temps correspondaient parfaitement. Entre le soir du 15 juin et le petit matin du 17 juin, les déplacements de l'homme, enregistrés par les caméras de la ville, coïncidaient à la minute près avec les tickets de caisse, les données des caméras des magasins et les registres des parkings. Cela signifiait que les hypothèses de l'enquête ne reposaient pas sur des suppositions, mais sur des sources qui se confirmaient mutuellement. Le laboratoire de criminalistique a communiqué les premiers résultats concernant les traces trouvées sur le ruban adhésif. Une empreinte partielle du pouce s'est avérée utilisable pour une analyse comparative. Elle a été comparée aux empreintes prises lors de la location de la voiture auprès de la société de location, où la procédure d'identification prévoit de poser le doigt sur une tablette. La correspondance des caractéristiques clés a été confirmée. Cela ne signifiait pas que l'identité avait été automatiquement établie, mais cela donnait des raisons de penser que la même personne avait acheté les consommables, les avait utilisés pour l'emballage, avait loué la voiture et s'était rendu dans la zone industrielle. Le numéro de référence et le modèle du couteau figurant dans les achats ont pu être obtenus. Dans l'appartement, ils ont trouvé l'emballage du couteau portant la même référence. Aucune empreinte n'a été trouvée sur la lame, mais des microparticules correspondant au tissu découvert dans le siphon de la douche ont été conservées à l'intérieur de l'emballage. Le rapport de laboratoire a été rédigé en détail, avec une description de la méthodologie utilisée, car de telles preuves sont souvent contestées devant les tribunaux. Une équipe distincte a analysé les traces numériques des appareils qui auraient pu se trouver dans l'appartement terrasse. Le journal système du routeur a enregistré des connexions Wi-Fi de plusieurs appareils, un ordinateur portable sans nom d'utilisateur apparent, un smartphone fonctionnant sous un système d'exploitation courant et un autre smartphone dont l'activité coïncidait avec la présence d'Arujan Temirova. Cet appareil s'est connecté une seule fois, a mis à jour ses messageries instantanées, envoyé un court message, puis a disparu. Ce journal unique a confirmé que son téléphone se trouvait dans l'appartement, au moins pendant un court laps de temps. Parmi les journaux du routeur, une autre connexion a été détectée, celle d'un téléviseur à écran plat sur lequel le mode miroir avait été activé. À ce moment-là, des documents, des albums et des correspondances pouvaient être consultés à l'écran. L'accès à distance au contenu du téléviseur était impossible, mais les horodatages ont été utiles pour établir une chronologie. Le soir du 15 juin, lorsque l'activité de l'eau et de l'électricité a été observée, des tentatives ont été faites pour connecter des supports externes au téléviseur,
puis pour se connecter au service de streaming, après quoi les données ont été interrompues. Les agents des services d'immigration ont fourni des informations. L'homme, titulaire d'un passeport jordanien, avait loué une voiture et un appartement terrasse et était entré dans le pays quelques jours avant l'arrivée d'Aroujan Temirova. Il était arrivé par un vol régulier en provenance d'un autre pays du Golfe, avait indiqué que le but de sa visite était des négociations commerciales et que la durée de son séjour était d'1 mois. Son historique de déplacement dans la région faisait état de visites régulières, de courte durée dans des pays voisins et de retour via de grands hubs. C'est un schéma typique pour les entrepreneurs et ceux qui opèrent dans plusieurs juridictions à la fois. Pour l'enquête, ces itinéraires compliquent les choses. Plus il y a de frontières, plus il y a de procédures juridiques à suivre pour obtenir des informations. Néanmoins, des demandes ont été envoyées, des copies des manifestes des passagers, des enregistrements des caméras dans les aéroports, des données sur le passage des contrôles de sécurité ont été demandées. Parallèlement, la location des logements a été vérifiée. La société de gestion du complexe de Business Bay a fourni le registre des entrées par carte d'accès et les vidéos des ascenseurs. L'heure d'entrée d'Aroujan Temirova, enregistrée par les caméras, correspondait à l'heure à laquelle la carte du Penthouse avait été activée pour monter. La caméra n'a pas filmé la suite, car à cet étage, le système de vidéosurveillance est limité aux zones communes. Après minuit, l'ouverture de la porte de l'appartement a été enregistrée, mais seul un homme est apparu devant l'objectif. Le matin, il est descendu au parking, est monté dans une berline de location et est parti. Il est revenu vers midi et monté dans l'ascenseur avec un sac de courses. Tard dans la soirée, il est ressorti. On peut voir sur l'enregistrement 2 rouleaux de ruban adhésif dans un sac. Pendant la nuit, le système d'alarme incendie de la cuisine s'est déclenché. Une brève fausse alerte qui peut être provoquée par la vapeur lorsque l'eau bout. Cela coïncidait avec les heures auxquelles la hôte était en marche dans son appartement et où la consommation d'eau dans la salle de bain avait augmenté. Ces petites coïncidences sont souvent importantes, car elles sont difficiles à simuler a posteriori. Les journaux des systèmes techniques sont tenus par la société de gestion et conservés automatiquement. Le même jour, l'enquête a demandé au parquet de l'Émirat de préciser la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de perquisitionner les locaux où le suspect avait précédemment résidé. Les autorisations ont été obtenues pour 2 adresses, un appart-hôtel dans la Marina et un studio dans le quartier de Downtown. La perquisition dans l'appart-hôtel a permis de trouver plusieurs boîtes vides de téléphones portables, des reçus de paiement de services de télécommunications prépayés et une carte de visite d'un magasin de téléphonie. Le magasin a confirmé avoir vendu à plusieurs reprises des packs de démarrage à l'homme, qui choisissait des forfaits avec un volume de données important, activait les numéros pour une courte durée, puis les changeait. Il présentait toujours le même passeport. Une copie de la page principale du document a été conservée dans les documents internes. Formellement, cela constituait une source supplémentaire pour comparer la photo et les données personnelles avec celles figurant dans d'autres juridictions. Les forces de l'ordre kazakhs, après avoir établi une ligne de communication officielle avec leurs collègues de Dubaï, ont envoyé leurs représentants dans l'Émirat. Ils ont rapporté les résultats des enquêtes menées sur les contacts d'Aroujan Temirova à l'intérieur du pays, qui avait communiqué avec elle au cours des dernières semaines, quel compte d'agence lui avait écrit, s'il y avait eu des tentatives de recrutement similaires d'autres jeunes filles selon le même scénario. Plusieurs jeunes femmes ont confirmé avoir reçu des lettres de l'agence contenant les mêmes phrases, à savoir que le vol et l'hébergement seraient pris en charge, que les premiers tournages auraient lieu dans la région et que des voyages lointains étaient possibles. 2 filles ont refusé après avoir reçu la demande de fournir une copie de leur passeport et leur numéro de carte bancaire, soi-disant pour garantir leur place.
L'une d'elles a fourni la correspondance dans laquelle le coordinateur adoptait un ton plus personnel après quelques jours, proposant de la rencontrer en dehors du casting pour discuter des conditions personnelles. Ces exemples ont permis de montrer que le stratagème ne vise pas seulement à faire des promesses professionnelles, mais aussi à établir un contact individuel à la limite de la relation personnelle. Pour Aroujan Temirova, c'était fondamental. Sa correspondance suivait le même schéma. L'expertise médico-légale s'est poursuivie. Les experts ont communiqué des informations plus précises sur l'heure du décès, entre la fin de la soirée du 15 juin et le début de la matinée du 16 juin. Aucune trace de sédatif n'a été trouvée dans le sang. L'absence de cœur a été constatée comme une intervention post-mortem. Les experts ont noté que l'ablation de l'organe avait été effectuée de manière grossière, en violation des plans anatomiques, sans signe de technique chirurgicale. Cela a permis d'écarter les hypothèses liées à un prélèvement médical de l'organe à des fins de transplantation et a orienté les enquêteurs vers des versions faisant état de la dissimulation de traces de violence dans la région de la poitrine ou d'une tentative de mise en scène. Les blessures aux avant-bras, de par leur forme et leur emplacement, correspondaient à des blessures défensives. Sur les poignets, on a constaté des traces de pression causées par des matériaux de ligature. Tous ces indices ont permis de dresser le tableau d'actes violents accompagné d'une résistance active de la victime. Il était difficile de dire si le prélèvement d'organes faisait partie d'une stratégie d'intimidation, d'un acte commis sous le coup de l'émotion ou d'une tentative méthodique visant à induire l'enquêteur en erreur. Il est important de noter pour le reportage que les enquêteurs ont évité tout jugement de valeur, ne consignant que les faits prouvés. Parallèlement, un travail a été mené auprès des fournisseurs de consommables. Une étiquette sur les sacs de construction a permis de remonter jusqu'à 2 chaînes de magasins. L'un d'eux a retrouvé l'achat effectué le jour où l'homme s'était présenté avec sa carte de paiement à Business Bay. Le vendeur se souvenait du client. Il avait demandé si les sacs pouvaient supporter un poids important, avait demandé un ruban adhésif, plus solide, et avait acheté des gants et de grands sacs poubelles. Ce témoin a identifié l'homme grâce aux images des caméras fournies par la police. Le vendeur a été interrogé en détail sur l'heure, la quantité et l'emballage. Sur la base de ces informations, l'enquête a précisé l'itinéraire, ajoutant un autre arrêt au parking du centre commercial. Les caméras ont montré que l'homme s'était approché de l'entrée souterraine, s'était garé près de l'ascenseur, était revenu avec un chariot sur lequel se trouvaient des cartons et des sacs. L'ascenseur l'avait conduit au niveau de la sortie vers le complexe résidentiel via un passage. C'était un trajet court, sans rue ni caméra supplémentaire. Lors d'une nouvelle inspection de l'appartement, axée sur les microtraces, les experts ont trouvé des microparticules correspondant à la composition du ruban adhésif du kit acheté. Sur la table de la cuisine, ils ont découvert de minuscules fragments de film plastique coincés sous le bord du plateau. À la loupe, on pouvait voir que le film avait été coupé avec un couteau et que les bords de la coupe correspondaient au motif du matériau d'emballage qui avait été utilisé pour envelopper les sacs. Ces coïncidences n'étaient pas des astuces évidentes pour le spectateur, mais pour le juge et les jurés. Ces détails simples, banals et cohérents qui relient le lieu et les actions dans le temps sont importants. Au cours de la même période, l'enquête a précisé l'itinéraire de fuite du suspect. Les demandes de vidéos des caméras le long des autoroutes ont permis d'identifier une voiture blanche avec laquelle il a quitté le parking de l'appartement terrasse le matin du 18 juin. La voiture appartenait à une autre société de location et était enregistrée au nom d'une personne titulaire d'un passeport d'un autre pays. La fin de l'itinéraire restait incertaine. La voiture avait disparu après le croisement où l'on rejoint la route menant à la frontière nord de l'Émirat. La vérification des points de péage et des caméras des Émirats voisins a pris plusieurs jours. Dans le même temps, les départs aériens ont été vérifiés.
Dans les 2 jours qui ont suivi son départ du penthouse, aucun passager portant son nom et sa date de naissance n'avait quitté le pays. Cela signifiait qu'il avait soit utilisé de faux papiers, soit quitté le pays par voie terrestre, soit qu'il se cachait à l'intérieur du pays. Des contacts ont été établis avec les personnes qui lui louaient des voitures, l'aidaient à louer un appartement et lui livraient des colis. Le service de livraison a indiqué qu'il commandait des kits de nettoyage, des repas pour une personne, des bouteilles d'eau et des serviettes jetables. Les coursiers l'ont décrit comme un homme poli, s'exprimant clairement, parlant anglais et parfois arabe. Parallèlement, le service de lutte contre la traite des êtres humains a recueilli des informations sur des cas similaires dans la région. Dans 2 pays voisins, des cas ont été signalés où des jeunes femmes recevaient des propositions de tournage, arrivaient sur place, puis disparaissaient pendant plusieurs jours avant de reprendre contact et de dire que le tournage n'avait pas eu lieu, que l'agence avait disparu ou que leurs documents avaient été retenus. Dans un cas, la victime a raconté qu'après avoir refusé, l'homme qui se présentait comme le coordinateur lui avait demandé de rembourser l'avance et l'avait menacé de frais dans un accès de panique. Elle a quitté le pays sans porter plainte. Ces histoires font rarement l'objet de poursuites pénales. Les victimes ne veulent pas de publicité, craignent les conséquences, rentrent chez elles et essaient d'oublier. Mais pour l'enquête, elles sont importantes car elles montrent que de tels scénarios existent. Au Kazakhstan, les funérailles se sont poursuivies. Le corps d'Aroujan Temirova a été remis après les formalités et les autorisations. La famille a décidé d'organiser la cérémonie sans la presse. Les journalistes locaux ont néanmoins couvert l'affaire, discuté avec les représentants des forces de l'ordre, des psychologues et des militants qui aident les victimes de la traite des êtres humains et de la fraude sous couvert d'emploi à l'étranger. Ils ont insisté sur des recommandations simples: vérifier l'enregistrement légal des agences, ne pas remettre les originaux des documents, ne pas emménager sur procuration sans la présence de la jeune fille elle-même, ne pas accepter d'aller voir les lieux sans tierce personne. Ces conseils semblent évidents, mais dans la réalité, les perspectives changent rapidement l'évaluation des risques. Dans le cas d'Aroujan Temirova, le fait que le premier contact ait été accompagné d'un paiement et d'une démonstration extérieure de sollicitude a été déterminant. Le fait de se retrouver enfermé dans un appartement privé sans témoin a été l'étape qui l'a privé de toute possibilité de se sortir de cette situation. À Dubaï, l'enquête est passée au stade de la notification internationale. Pour cela, il fallait non seulement des enregistrements et des images, mais aussi des documents procéduraux formalisés. Une décision de mise en examen avec description des faits, l'autorisation du procureur, des rapports d'expertise, des procès-verbaux d'examen, des témoignages. Ces documents ont été traduits dans les langues nécessaires, certifiés et préparés pour être envoyés dans le cadre de la coopération internationale. Parallèlement, le service juridique de l'Émirat a consulté des partenaires externes afin de déterminer la meilleure façon de formuler les chefs d'accusation afin que les notifications soient acceptées sans délai. Dans ce type d'affaires, les formulations relatives à la traite des êtres humains, au meurtre et à la dissimulation de preuves se recoupent souvent. Et il est important qu'aucune juridiction ne refuse de coopérer en raison de divergences terminologiques. Il convient de souligner un autre aspect important: le contrôle des établissements médicaux. L'ablation du cœur a suscité des spéculations dans l'opinion publique au sujet d'un trafic d'organes. L'enquête a porté sur les cliniques, les services de médecine légale et les centres médicaux privés afin de détecter d'éventuelles opérations non enregistrées, des demandes inhabituelles ou la disparition de matériel. Rien n'indiquait que le prélèvement avait un but médical. Cette conclusion a été présentée avec réserve lors d'une conférence de presse. Les experts ont répété que l'intervention était brutale, non professionnelle
et ne présentait aucun signe de préparation à une transplantation. Par conséquent, le prélèvement n'est pas lié à la médecine. Cette formulation discrète a calmé le flot de spéculations qui tendait vers des sensations fortes. C'était important pour la famille et les collègues mannequins. Lorsque des versions non prouvées se répandent autour d'une affaire, l'attention se détourne du véritable enjeu pour se concentrer sur le bruit. Les témoins proches de l'homme au passeport jordanien ont donné des descriptions similaires. Au coworking, il était connu comme quelqu'un qui venait parfois, s'asseyait devant son ordinateur portable, parlait peu et commandait un café. Au yacht club, il apparaissait brièvement, entrait dans le restaurant, mais ne s'attardait pas sur le quai. Dans son appartement de la marina, la sécurité a signalé sa présence avec des invitées féminines, mais sans violation de l'ordre public. Aucun des employés n'a remarqué de conflit. C'est un camouflage typique. Apparence correcte, respect des règles formelles, absence de motifs évidents d'attention. Les services de sécurité interne de ces complexes sont chargés de mettre rapidement fin au bruit et au danger pour les autres résidents, et non de détecter les activités criminelles cachées. Au cours d'une des inspections répétées du penthouse, les experts ont décidé de retirer complètement la grille d'évacuation d'eau de la douche, de démonter le siphon en plastique et de le rincer avec des solutions sous contrôle. La grille a retenu plusieurs microparticules, dont un fragment d'ongle de couleur rouge vif. La comparaison avec les photos du profil social d'Aroujan Temirova a révélé une correspondance avec la teinte du vernis qu'elle utilisait avant son voyage. L'analyse en laboratoire a confirmé la composition chimique et la présence de particules de peau. Les micropreuves de ce type font rarement sensation, mais elles sont efficaces devant un tribunal, où il est important de montrer une continuité. Le téléphone utilisé par l'homme ces derniers jours n'a pas pu être retrouvé. Cependant, des restes d'emballage d'un smartphone, acheté peu avant les événements, ont été trouvés dans l'appartement. Grâce au vendeur, il a été établi que l'appareil avait été activé avec une carte SIM prépayée et que le numéro était en service depuis environ 2 jours. C'est pendant ces 2 jours que la plupart des déplacements, des achats et des échanges avec la boîte mail de l'agent ont eu lieu. Cela a renforcé l'idée qu'il avait préparé un moyen de communication propre pour un événement précis. Il avait déjà agi de la même manière auparavant. Selon les données du magasin de téléphonie, 6 mois plus tôt, l'homme avait acheté 2 autres téléphones dans le même but. L'un d'eux a été activé pendant la période où l'une des filles qui avait reçu une invitation était absente de la région, mais qui est ensuite rentrée chez elle sans porter plainte. Formellement, cette coïncidence ne prouvait rien en soi, mais elle montrait la répétition d'un schéma. L'enquête s'est tournée vers le portrait numérique de l'agence. L'hébergement du site avait été acheté pour plusieurs semaines, puis le domaine était parti en vacances, selon les termes du technicien du fournisseur d'accès, avant de réapparaître quelque temps plus tard, mais avec un contenu différent et un autre nom. Le panneau d'administration s'ouvrait via un réseau d'anonymisation, les fichiers journaux n'avaient pas été conservés. Cependant, une fois, l'administrateur a commis une erreur et s'est connecté sans se masquer. L'adresse IP indiquait un hôtel dans la ville où résidait à ce moment-là un homme muni d'un passeport jordanien. La facture de l'hôtel a confirmé la date et le numéro de la chambre. Il s'agissait d'un lien indirect, mais important, entre le personnage hors ligne et l'infrastructure en ligne du réseau. À ce stade, la famille d'Aroujan Temirova n'a obtenu un accès officiel aux documents que pour ce qui concernait les procédures et l'état d'avancement de l'affaire. Lors d'une réunion au consulat, il leur a été expliqué que la publication du nom du suspect avant l'avis de recherche pouvait enfreindre les règles internationales en matière de coopération. Les parents ont accepté d'attendre la phase officielle, tout en demandant que les choses soient appelées par leur nom. On leur a promis qu'ils seraient les premiers informés dès qu'un communiqué officiel serait publié. À ce moment-là, une autre carte est apparue sur le mur du quartier général.
Elle indiquait les villes où l'homme avait séjourné ces dernières années, d'après les données des compagnies aériennes et des hôtels. La capitale d'un pays voisin, un grand centre financier de la région, une station balnéaire, une ville européenne avec un marché actif de location à court terme. Dans 2 de ces endroits, la police avait reçu des déclarations de disparition de citoyennes étrangères pour une courte durée. Mais dans les 2 cas, les jeunes femmes étaient revenues et avaient renoncé à toute plainte. Ces affaires ont été rouvertes afin de vérifier si le même mode de communication, le même domaine, les mêmes phrases évoquant des conditions personnelles apparaissaient. Dans l'une des affaires, une lettre type correspondant aux lettres reçues par Aroujan a été trouvée. Cela a suffi pour inclure cet épisode dans la note analytique comme lien possible. Le travail sur l'argent a apporté de nouveaux détails. Le compte utilisé pour payer la location du penthouse était alimenté par de nombreux petits versements. L'un des versements provenait d'une société enregistrée au nom d'une personne précédemment mentionnée dans l'enquête sur le recrutement de femmes pour des hôtesses. L'adresse légale de la société était un bureau virtuel. Les téléphones ne répondaient pas. Grâce aux fournisseurs de services de paiement, il a été établi que le compte avait été ouvert sur la base d'un passeport scanné présentant des signes de falsification. Le fournisseur a gelé plusieurs portefeuilles liés. Cela ne répondait pas directement à la question « Qui a tué ?», mais révélait l'infrastructure. Autour d'une personne réelle, titulaire d'un passeport jordanien, gravitaient des comptes fictifs, des cartes virtuelles, des cartes SIM jetables et des domaines qui étaient activés pour une courte période, puis disparaissaient. L'enquête est ensuite revenue au facteur humain. Toutes les personnes qui avaient vu Aroujan Temirova dans la ville ces derniers jours ont été interrogées. Le barista du café, le gardien dans le hall, le concierge de l'immeuble, les coursiers. Leurs témoignages ont dressé un portrait serein. La jeune femme était souriante, polie, calme, sans conflit. L'homme à ses côtés se montrait sûr de lui, payait, indiquait le chemin. Pas de dispute, pas de scène bruyante. Ce tableau ne laisse aucune alerte, évidente pour les personnes environnantes. Il est important de le comprendre. Beaucoup s'attendent à ce qu'une tragédie soit précédée de signes évidents. En réalité, tout était organisé de manière à ce que personne ne s'inquiète. Parallèlement, le contenu du conteneur et les environs ont été examinés. Des traces de sang correspondant au profil d'Aroujan Temirova ont été trouvées sur les parois intérieures du conteneur. Des microparticules provenant de la semelle de basket ont été découvertes sur le couvercle et sur le bord latéral. D'après le dessin de la semelle, les experts les ont attribuées à l'un des modèles d'une marque grand public. Dans l'appartement, on a trouvé une boîte de basket de ce modèle, avec un ticket de caisse datant d'1 semaine avant les faits. Sur le tapis à l'entrée du penthouse, on a trouvé une trace de semelle avec le même dessin. Ces éléments complétaient la chaîne de preuves. Les chaussures avaient été achetées, utilisées, les traces correspondaient. Au milieu de la 3e semaine après la découverte du corps, le dossier était prêt à être transmis au parquet de l'Émirat afin qu'il approuve la publication d'un avis de recherche international. L'accord a pris un certain temps. Il fallait décrire l'événement avec une grande précision juridique, sans enfreindre les règles de juridiction et sans compromettre la procédure future. La notice indiquait les signes distinctifs, la nationalité, l'année de naissance, les lieux de séjour possibles, les relations dans la région, les modes de paiement utilisés, les habitudes en matière de changement de téléphone et de domaine, les voitures qu'il préférait louer et les villes où il se rendait souvent. Pour les collègues d'autres pays, cela est important. De nombreuses arrestations ont lieu de manière routinière lors d'une tentative de location, d'emménagement ou d'achat d'une carte SIM. Au même moment, au Kazakhstan et dans la diaspora d'Asie centrale, des organisations sociales ont formé un groupe de travail. Elles ont proposé des vérifications gratuites de contrats
et des consultations aux jeunes filles qui souhaitent travailler à l'étranger. Les mannequins n'étaient pas les seuls à se rendre aux réunions. Des danseuses, des serveuses, des hôtesses d'accueil et des masseuses y participaient également. Elles apportaient leur correspondance et demandaient quoi faire si les billets avaient déjà été achetés, si tout avait été convenu depuis longtemps ou si la personne semblait très digne de confiance. Dans le contexte de cette histoire, leurs questions prenaient une autre tournure. Les réponses étaient directes: vérifier l'appartenance du domaine, l'existence d'une licence, les adresses, vérifier le nom. Ne vous installez pas dans des appartements privés sans contrat, conservez des copies des documents chez des proches. On ne peut pas parler ici de moralisme. Il s'agit de procédures simples qui, dans le cadre d'une routine, peuvent réduire les risques. À ce stade, l'enquête évitait les déclarations fracassantes. La police de Dubaï suit une pratique standard: ne rien divulguer tant qu'une personne n'est pas officiellement recherchée ou arrêtée. Cependant, pour nous, à la rédaction, il était évident que les événements allaient se développer dans le cadre d'une coopération internationale. L'homme muni d'un passeport jordanien pouvait tenter de quitter la région par voie terrestre, se cacher chez des connaissances ou changer d'apparence. Mais une série d'indices banals, rubans adhésifs, sacs, couteaux, emballages, baskets, tickets de caisse et historiques de navigation, commençaient déjà à former un contour précis autour de lui. Nous avons obtenu un autre détail qui nous a semblé caractéristique. Lors d'une de leurs premières rencontres, l'homme avait offert un bouquet à Aroujan Temirova. Dans le vase de la cuisine du penthouse où l'enquête a été menée, nous avons trouvé un bouton fané avec des restes de rubans colorés. Le magasin de fleurs, auquel l'enquête a demandé les images des caméras de surveillance, a confirmé que l'homme avait acheté le bouquet le jour de la rencontre. Le vendeur se souvenait qu'il avait demandé d'ajouter des feuilles spécifiques et un ruban festif mais pas criard. Le paiement à la caisse a été effectué avec la même carte bancaire. Ce n'est pas un crime ni une preuve qui fait la une des journaux, mais c'est un élément de la mise en scène quotidienne qui a permis de dissimuler des actes prémédités sous une histoire romantique. Dans ce genre d'histoire, ce ne sont pas les symboles qui importent, mais les coïncidences. Le cadeau, le restaurant, les conditions personnelles, le passage dans un espace privé. Lorsque nous parlons de ce genre d'affaires, la question se pose inévitablement de savoir pourquoi les victimes n'exigent pas de garanties plus strictes, pourquoi elles ne font pas appel à des gestionnaires professionnels, pourquoi elles ne mettent pas en place des mécanismes de protection. La réponse est simple: les industries où l'entrée est facile sont toujours pleines de promesses. Dans une situation où le temps est limité et où la chance semble réelle, beaucoup acceptent des conditions qu'ils rejetteraient après mûre réflexion. Dans l'histoire d'Aroujan Temirova, le facteur escroquerie sentimentale n'est ni de la spéculation ni une invention journalistique. Il s'agit d'un outil de contrôle, des compliments, du soutien, une attention particulière pendant plusieurs jours, puis une série d'étapes naturelles, une rencontre, un dîner, une proposition de visiter un lieu, un déménagement dans un penthouse. Le scénario est simple et donc efficace. À ce stade, le nom de l'homme n'avait pas encore été rendu public, mais dans les dossiers de l'enquête, il y avait d'autres affaires où il apparaissait comme une personne accusée de traite d'êtres humains. À l'époque, il y a plusieurs années, le procès n'avait pas abouti à un verdict. L'accusé avait été libéré sous caution et avait disparu. Aujourd'hui, l'enquête rassemblait les fils pour boucler la boucle et porter des accusations officielles, en s'appuyant sur des détails banals, discrets, mais incontestables. Nous savions que la prochaine étape serait la publication d'un avis international et la tentative de le retrouver là où il vivrait aussi discrètement qu'auparavant. Dans des appart-hôtels, des espaces de coworking, sur les parkings de magasins ouverts, 24 heures sur 24, parmi les panneaux de domaine et les cartes SIM jetables.
La publication de l'avis international a eu lieu à la fin de la 3e semaine après la découverte du corps. Le texte était sobre. Il indiquait les signes distinctifs, la nationalité, l'année de naissance, les itinéraires possibles et l'habitude d'utiliser des locations à court terme, des cartes SIM jetables et des moyens de paiement virtuels. L'avis a été transmis par les canaux de coopération internationale à plusieurs régions où le suspect était signalé par les données migratoires et les traces bancaires. Quelques jours plus tard, les services frontaliers d'un des pays de la région ont transmis un rapport officiel à Dubaï. Un citoyen jordanien avait été arrêté à l'aéroport de la capitale lors du contrôle des arrivées. Son année de naissance correspondait. Sa photo était similaire, ses déplacements correspondaient au schéma. Son passeport présentait des traces de remplacement de page, avec la mention du dernier visa. La procédure s'est ensuite déroulée de manière routinière. Il a été informé de sa détention. Le parquet de l'Émirat a été averti et une demande d'arrestation provisoire suivie d'une extradition a été lancée. La coordination s'est faite entre les ministères de la Justice des deux pays qui ont échangé des dossiers confirmant le bien-fondé de la remise. Pendant que les formalités étaient en cours, les autorités locales ont placé le détenu en détention provisoire. Le premier entretien, bref, a été consigné dans un procès-verbal. Il a nié toute implication et a répondu de manière vague aux questions sur son séjour à Dubaï, invoquant des réunions d'affaires et de brèves visites. Son avocat a demandé qu'aucune explication ne soit donnée avant de recevoir le dossier. La demande d'extradition a été acceptée. Le vol vers Dubaï a été organisé sans publicité. À l'aéroport, il a été accueilli par des agents de police de l'Émirat et du parquet. Ses droits lui ont été expliqués, il a été informé qu'il était soupçonné de meurtre, de dissimulation de traces de crime et d'utilisation d'activités fictives à des fins de recrutement. À ce stade, les noms ont été officiellement divulgués. L'homme s'appelait Raed Issam Al-Karak, âgé de 46 ans, citoyen jordanien. Son dossier comprenait plusieurs affaires non jugées pour implication dans la prostitution de femmes dans un pays voisin. Il avait alors été libéré sous caution et avait quitté le territoire. Il devait désormais répondre de ses actes à Dubaï. Les premiers interrogatoires se sont déroulés sans pression et sans spectacle. L'enquêteur a présenté des images imprimées provenant des caméras, des reçus, des extraits des registres techniques de l'immeuble, des rapports d'experts sur les microparticules. Une carte de la ville avec les itinéraires était posée sur la table afin d'empêcher son interlocuteur de parler en généralité et de détourner la conversation vers des évaluations. Raed Al-Karak est resté calme et a nié toute implication directe. Il a reconnu avoir connu la jeune fille, a déclaré l'avoir effectivement rencontrée dans un café, l'avoir aidée à se loger et avoir discuté des conditions du tournage. Selon lui, ils se sont ensuite disputés et ont cessé toute communication. Il a nié qu'elle se soit rendue dans le penthouse, a nié avoir livré des consommables et a nié s'être rendu dans la zone industrielle. Lorsqu'on lui a rappelé la partie de son empreinte digitale sur la face interne du ruban adhésif, il a répondu qu'il n'avait jamais acheté de ruban adhésif de ce type et qu'il ne comprenait pas comment son empreinte avait pu se retrouver là. Concernant les images de la boutique de bricolage où son visage a été filmé, il a déclaré que ce n'était pas lui, que n'importe qui pouvait porter une casquette similaire. À propos de la connexion au routeur de l'appartement où, entre la fin de la soirée du 15 juin et le début de la matinée du 16 juin, un appareil correspondant à la signature du téléphone d'Aroujan Temirova est apparu, il a répondu qu'il ne savait pas qui aurait pu apporter un tel téléphone. Après les interrogatoires, la phase de mise en accusation et de préparation du procès a commencé. Le parquet de l'Émirat a constitué le chef d'accusation à partir de plusieurs éléments. Meurtre avec une particulière cruauté, tentative de dissimulation des traces, tromperie sur la nature du travail et les conditions de séjour. Les formulations juridiques dans cette juridiction sont sobres et s'appuient sur des faits concrets.
L'acte d'accusation ne contenait aucune généralisation journalistique. Les faits étaient énumérés point par point. Date d'arrivée d'Aroujan Temirova, emménagement dans l'appartement, rencontre, transfert dans le penthouse, coupure des communications, achat de consommables, découverte du corps, preuve dans l'appartement, preuve dans le conteneur, reçu et log, comparaison des échantillons, témoignages des vendeurs, enregistrement des caméras, données sur la location des voitures. Une section distincte était consacrée aux résultats de l'expertise médico-légale. Heure du décès entre la fin de la soirée du 15 juin et le début de la matinée du 16 juin. Multiples blessures par coupure, blessures défensives, traces de ligature au poignet, extraction post-mortem du cœur, réalisée de manière grossière, sans signe de technique chirurgicale. Le procès s'est déroulé à huis clos. Lors de la première audience, l'avocat de l'accusé a déclaré que l'accusation reposait sur des preuves indirectes. Il a demandé l'exclusion d'une partie des preuves, invoquant des irrégularités procédurales lors de la saisie de certains objets dans l'appartement. Le tribunal a examiné les arguments de la défense et a maintenu les preuves dans le dossier. Les perquisitions ont été autorisées, les examens ont été consignés, la chaîne de conservation des preuves a été respectée. L'avocat a tenté de mettre l'accent sur la version selon laquelle une tierce personne aurait pu entrer dans l'appartement et commettre le crime à l'insu du propriétaire. Le parquet a répondu qu'au moment où cela aurait pu se produire, les registres des ascenseurs et des couloirs n'enregistraient qu'une seule personne munie d'une carte d'accès, Raed Al-Karaka. La caméra à l'étage ne montre aucun visage inconnu, aucun voisin n'est entré. En outre, le journal du routeur indique la présence de l'appareil d'Aroujan Temirova dans l'appartement une seule fois, pendant une période qui coïncide avec une consommation élevée d'eau et d'électricité et avec des activités enregistrées dans la salle de bain et la cuisine. Le tribunal a accepté ces explications. Le tribunal a ensuite entendu les experts. Le criminaliste chargé d'examiner les traces sur le ruban adhésif a expliqué pourquoi une empreinte partielle était suffisante pour établir une correspondance. Plusieurs éléments clés coïncident avec l'échantillon prélevé sur la tablette de la société de location de voitures lors de la location d'un véhicule au nom de Raed Al-Karaka. Le représentant du magasin a confirmé que le client portant une casquette noire et un t-shirt avait acheté ces mêmes rubans, sacs, couteaux et gants dans la soirée du 15 juin et avait payé avec une carte virtuelle liée au même service de paiement que celui utilisé pour payer le penthouse et la voiture. Un expert en microparticules a montré les similitudes. Les microfragments de film plastique trouvés sur le comptoir de la cuisine du penthouse ont la même structure que le film qui enveloppait les sacs trouvés dans le conteneur. Les bouts de ruban adhésif provenant du rouleau acheté correspondent, au niveau du bord, aux résidus de colle sur la surface intérieure des sacs. Sur la grille du siphon de la douche, des particules de vernis à ongles rouges vifs et des cellules cutanées génétiquement identiques au profil d'Aroujan Temirova ont été trouvées. Une empreinte de semelle de basket de marque courante a été relevée sur le tapis à l'entrée. Une boîte de ce modèle avec le ticket de caisse a été trouvée dans l'appartement. Le dessin de la semelle correspond aux microparticules sur le bord du conteneur. Des traces de liquide biologique correspondant au sang d'Aroujan Temirova ont été détectées sur le panneau intérieur du coffre de la berline louée et une analyse chimique a révélé un traitement récent avec des produits destinés à éliminer de telles traces. Le tribunal a également entendu des experts en criminalistique numérique. Ils ont décrit les itinéraires confirmés par les caméras et les registres des parkings, ont comparé l'heure de départ du penthouse, l'arrivée au centre commercial, l'achat des matériaux, le retour, l'activité nocturne, puis le départ nocturne en direction de la zone industrielle. Un épisode distinct concernait le domaine de l'agence fictive.
Le technicien de l'hébergement a confirmé que l'administrateur s'était connecté une fois sans masquer son identité et que l'adresse IP menait à l'hôtel où séjournait Reid Al-Karak à cette période. La facture de l'hôtel indiquant le numéro de la chambre correspondait à la date. Ce n'était pas une preuve centrale du meurtre, mais cela montrait le lien entre l'infrastructure en ligne du recrutement et la présence hors ligne de l'accusé dans la ville. La défense a tenté de contester les conclusions de l'expertise médico-légale. L'avocat a demandé si l'intervention post-mortem pouvait être le fait d'une autre personne arrivée après le conflit, alors que l'accusé n'était plus là. L'expert a répondu que le laps de temps ne permettait pas de soutenir cette hypothèse. L'activité des systèmes techniques et des journaux de la maison correspondait au déplacement de l'accusé. Aucune autre carte d'accès n'avait fonctionné pendant cette période et aucune autre personne n'avait été aperçue. Le tribunal a consigné cette réponse dans le procès-verbal. Le tribunal a ensuite donné la parole à la famille de la victime. Les parents se sont exprimés brièvement. La mère a demandé de ne pas ajouter d'évaluation au récit, a demandé d'appeler les choses par leur nom et a demandé une décision qui montrerait que de tels stratagèmes peuvent être empêchés. Le père a remercié l'enquête et le consulat de ne pas avoir eu à chercher lui-même les documents et les preuves. Les paroles des parents n'ont pas influencé l'aspect juridique, mais ont été consignées dans le cadre de la partie publique du procès. Au stade des débats, l'accusation a systématiquement répété la même chaîne, une agence fictive comme moyen d'entrée, la transformation des relations d'affaires en relations personnelles, le contrôle de la logistique et des déplacements, l'isolement dans un penthouse privé, la coupure brutale des communications, l'achat de matériel, activités nocturnes dans l'appartement, transport de sacs, tentative de dissimulation dans une zone industrielle, fuite à bord de voitures de location, changement de numéro, tentative de fuite dans un pays voisin, arrestation suite à un avis international. L'extraction post-mortem du cœur a fait l'objet d'un chapitre distinct. L'accusation a demandé de ne pas ajouter de spéculation à ce fait et d'exclure les versions liées à des fins médicales. L'expertise a clairement indiqué une intervention grossière et non professionnelle. Le parquet a supposé que l'extraction avait pour but soit d'intimider, soit de tenter de tromper l'enquête, soit d'exercer un contrôle sur le corps de la victime après son assassinat. Le tribunal n'a pas fait de construction psychologique et a laissé ce point comme un fait établi sans interprétation. La défense a demandé de tenir compte de l'absence de témoins directs du moment du meurtre, a insisté sur l'insuffisance des preuves indirectes, sur les vices de procédure et sur le fait qu'une partie des éléments avait été obtenue à partir de copies cloud auxquelles, selon la défense, l'accès n'était pas approprié. Le tribunal a vérifié les chaînes d'accès. Partout où il était question du contenu des copies de sauvegarde dans le cloud, des mandats et des autorisations ont été obtenus, les représentants des fournisseurs ont confirmé la validité des procédures et les hashtags d'intégrité des fichiers correspondaient. La Cour a rejeté les demandes d'exclusion. Le verdict a été rendu à huis clos, sans caméra. Le tribunal a déclaré Reid Issam Al-Karaka coupable de tous les chefs d'accusation. Dans l'exposé des motifs, il est indiqué que l'ensemble des preuves forme une chaîne continue et solide, excluant tout doute raisonnable quant à l'implication de l'accusé. Le tribunal a souligné le caractère préparatoire des actes, création d'une structure fictive, agence, infrastructure de domaine, acquisition préalable de moyens de communication, transfert délibéré de la communication vers la sphère privée, mise en place d'un contrôle par des promesses et une attention particulière, choix d'un espace privé pour l'isolement, achat de consommables, tentative de dissimulation des traces. Le tribunal a prononcé une peine d'emprisonnement à perpétuité. Le tribunal l'a également reconnu coupable d'avoir créé des conditions propices au recrutement de femmes sous le couvert d'un travail de mannequin
et lui a infligé une peine supplémentaire. Les biens liés au financement du réseau sont susceptibles d'être confisqués dans les limites prévues par la loi. Dans le dispositif, le tribunal a enjoint aux autorités compétentes de transmettre les pièces du dossier au pays où des affaires de traite des êtres humains étaient en cours, afin que la décision soit utilisée pour rouvrir les enquêtes sur d'autres faits. Le prévenu et son avocat ont interjeté appel. Les arguments présentés en appel reprenaient ceux invoqués en première instance, à savoir le caractère indirect des preuves et les violations prétendues de la procédure. Après avoir réexaminé les preuves, la Cour d'appel a confirmé le jugement. Dans sa décision, la Cour d'appel a souligné que ce sont précisément les preuves quotidiennes, reçues, emballage, registre des ascenseurs, rapports techniques, microparticules, enregistrements vidéo, qui ont une grande valeur probante, car elles ne peuvent être fabriquées a posteriori sans laisser de traces et se corroborent mutuellement dans le dossier. Après l'annonce de la décision finale, la réaction a été professionnelle et modérée. Au Kazakhstan, le service consulaire a publié un communiqué dans lequel il remerciait ses collègues de Dubaï pour leur coopération et soulignait la nécessité de vérifier toute proposition de travail à l'étranger. Plusieurs écoles de mannequins et agences ont mis à jour leurs protocoles internes, vérification obligatoire de l'enregistrement légal des contreparties, exclusion de la pratique de l'hébergement par procuration en l'absence du mannequin, exigence que les premières rencontres aient lieu dans des lieux publics en présence de tiers, enregistrement des itinéraires et des heures des rendez-vous. Les organisations publiques ont proposé une ligne d'assistance téléphonique pour un audit rapide des structures qui invitent les modèles. Les plateformes de location de logements à court terme dans l'Émirat ont annoncé des contrôles supplémentaires afin d'empêcher la remise des clés à des tiers sur la base de copies de procuration sans la présence physique de l'invité. Les sociétés de gestion de plusieurs complexes ont révisé leurs règlements. L'accès aux penthouses et aux appartements sur procuration est désormais accompagné d'une vérification supplémentaire. Les journaux des systèmes d'ingénierie sont conservés plus longtemps et les demandes des forces de l'ordre sont traitées selon une procédure accélérée. Les services de livraison ont mis en place une courte liste de contrôles à l'intention des coursiers au cas où un client aurait manifestement besoin d'aide. L'algorithme prévoit d'appeler discrètement la réception et la sécurité sans mettre le client en danger. Le dossier pénal contient également des recommandations techniques qui ne sont généralement pas publiées dans la presse, mais qui sont importantes à titre préventif. La police scientifique numérique a recommandé aux hébergeurs de la région de renforcer la vérification lors de l'enregistrement de domaines pour les agences et les services de placement, d'exiger la confirmation de l'adresse légale et de la licence à l'avance, avant d'inclure le site dans l'index. Les prestataires de services de paiement ont été informés des schémas de fractionnement des montants et des itinéraires caractéristiques afin que les systèmes antifraude signalent ces mouvements comme nécessitant une vérification. Les loueurs de voitures ont reçu des recommandations pour renforcer l'identification des clients qui louent souvent des voitures pour de courtes durées, changent régulièrement de modèle et les laissent à différents endroits de la ville. Il ne s'agit pas là de mesures spectaculaires, mais de mécanismes discrets qui réduisent la probabilité que de tels incidents se reproduisent. Pour la famille Darujan Temirova, cette issue n'a pas été un soulagement. Mais ils ont désormais la possibilité de parler de leur fille au passé sans incertitude. Ils ont demandé que son nom ne soit pas transformé en symbole et que son histoire ne fasse pas l'objet d'un sensationnalisme médiatique. Leur position correspond à l'approche du tribunal et de l'enquête. Ne pas déclarer plus que ce qui a été prouvé, ne pas attribuer des motifs qui n'ont pas été établis, ne pas détourner l'attention vers des éléments qui ne sont pas liés à l'affaire. Les documents finaux présentent une chronologie claire, proposition d'une agence,
fictive, établissement d'un contact personnel et d'une relation de dépendance, isolement, meurtre, tentative de dissimulation, fuite, arrestation, procès, verdict. Dans la pratique, ce document montre à quoi ressemble le schéma réel dans lequel l'escroquerie sentimentale n'est pas une histoire romantique, mais un outil. La succession de compliments, de cadeaux, de conditions personnelles et de promesses, répétées suffisamment de fois pour réduire la critique, s'avère être une partie d'une chaîne technologique, construite avec la même routine froide que l'achat de rubans, de sacs, de gants, la location d'une voiture, le départ de nuit vers la ligne de conteneurs. Là où l'imagination collective cherche une explication inhabituelle, l'enquête relève des faits simples qui, mis bout à bout, aboutissent à un résultat incontestable. Un homme, dont le nom est connu, a organisé et mené à bien un crime en tirant parti à la fois d'une fonction professionnelle fictive et de son influence personnelle. Le tribunal l'a établi avec un degré de certitude suffisant et a prononcé la peine maximale prévue par la juridiction pour ce type d'infraction. Le nom de Raed Issam al-Karaka figure désormais dans les fiches signalétiques des pays où figuraient auparavant des affaires en cours concernant le recrutement de femmes. Ces contacts et ces modèles de correspondance ont été diffusés par les canaux de communication. Là où les affaires ont été suspendues en raison de l'absence du suspect, elles sont rouvertes afin de vérifier si les dates et les domaines se recoupent. Ce travail administratif apparaît rarement dans les rapports publics, mais c'est lui qui permet de créer un réseau horizontal qui prive ces réseaux de leur principale ressource, la mobilité entre les juridictions.